Bonjour et bienvenue à tous. Dans le contexte actuel, j'ai une annonce à vous faire, la présentation d'un livre qui vient de sortir, que j'ai co-dirigé avec mon collègue Henri Laurence, donc, que vous connaissez sans doute, spécialiste du Moyen-Orient. Alors c'est un livre qui est en fait déjà rattrapé par l'actualité. Il s'intitule La violence politique vue par les historiens du Moyen à l'Extrême-Orient. Il est paru aux éditions Hémisphère, anciennement Maisonneuve et La Rose, il y a juste 2 semaines. Donc ça vient tout juste de sortir du four. Donc, avec Henri Laurence, nous avons eu l'idée justement de faire en fait, c'est un livre qui est dérivé d'un colloque que nous avons organisé en 2022 ici au Collège de France. Et nous avons eu l'idée justement d'établir une sorte de continuum entre ce qu'on appelle d'un côté le Moyen-Orient et de l'autre l'Extrême-Orient, parce que en fait dans l'imaginaire européen il subsiste une dichotomie implicite entre donc d'un côté un Moyen-Orient qui est volontiers perçu comme le terrain par excellence de la violence politique, voire comme le foyer de fanatisme congénitalement dressé contre toutes les valeurs les plus chères à l'Occident. Et vous auriez de l'autre côté, à l'autre extrême, l'Extrême-Orient justement, où tout ne serait qu'ordre et beauté, calme et prospérité. Alors, vous avez donc ici 2 représentations opposées qui relèvent pourtant du même type de fantasmagorie et dont ce colloque et cet ouvrage se proposent de montrer le caractère anhistorique et idéologique. Alors en fait, ce volume fait suite à un autre que vous avez sur la gauche de la diapositive, qui lui a été publié entièrement en anglais, qui s'intitule Historians of Asia on Political Violence, donc les historiens de l'Asie sur la violence politique, qui est, lui, le résultat d'un colloque également organisé ici au Collège en 2019 et qui avait déjà tenté de montrer les préconceptions orientalistes qui font encore croire à une Chine soi-disant harmonieuse, à un Japon fortement esthétique, ou une Inde non violente. Dans ce volume, justement, édité en anglais parce que beaucoup d'intervenants étaient anglophones, et en particulier des intervenants indiens, des grands, très, très grands historiens indiens, et notamment 2 historiennes, les plus importantes historiennes indiennes de l'histoire de l'Inde ancienne, la professeure Upinder Singh et la professeure Romila Thapa, donc se sont exprimés justement pour démonter ce mythe de l'Inde non violente. Alors évidemment, face à cela, vous avez l'Orient arabe, alors sujet d'actualité ô combien, qui apparaît aujourd'hui véritablement comme une terre de sang. Alors, certes, la réputation n'est pas usurpée, comme les événements récents en témoignent encore une fois, mais dans ce nouveau volume sur la violence politique, vous avez
donc des spécialistes du Moyen-Orient, dont évidemment Henri Laurence, mais également Eberhard Kindle, Manon Nour Tannous et Mathieu Ray, qui s'emploient justement à montrer que la violence n'est pas innée dans cette région, mais le produit d'une série de facteurs dont la convergence aboutit à la constitution de systèmes autoritaires de plus en plus conservateurs, de plus en plus radicaux, et qui jouent sur le réflexe de l'antiterrorisme pour justifier la répression des oppositions. Alors, le volume montre que le diagnostic porté sur cet Orient moyen, cet Orient proche, n'épargne absolument pas l'Orient extrême, malgré justement toutes les visions orientalistes qui nous font fantasmer sur un Extrême-Orient lointain, exotique et donc fascinant. Alors, le volume nous emmène à travers justement tout le continent eurasiatique, précisément en repassant par l'Inde. Nous avons une contribution importante de Pierre Sengaravellu, donc un historien connu justement en particulier de l'histoire des colonisations, mais qui nous démonte justement ce mythe, encore une fois, de l'Inde non violente, en nous parlant du panasiatisme indien à la façon de Nehru, et il montre justement que, en fait, se cache là-dessous une forme d'impérialisme, et qui dit impérialisme dit violence. Ensuite, en allant plus vers l'Est, nous avons un important article, là aussi d'un très bon historien du Japon, Arnaud Nanta, qui lui, enfin, prend à bras le corps la question extrêmement sensible du massacre de Nankin, donc perpétré par les armées japonaises donc en Chine, et qui évidemment a suscité pas mal de réactions, donc évidemment aussi bien en Chine qui évidemment les Chinois ont même érigé un musée, un monument à la mémoire justement de ce massacre. Et Arnaud Nanta montre justement que beaucoup d'historiens japonais sont encore dans le déni, c'est-à-dire il y a encore une forme de négationnisme japonais là-dessus, qui se contente de parler de l'incident de Nankin, alors que bon, ce massacre a fait quand même des milliers de morts. Ensuite, nous passons par le Vietnam, avec également un très bon spécialiste du Vietnam moderne, François Guillemot, qui aborde la question de la guerre civile révolutionnaire au Vietnam. C'est-à-dire que, en fait, au Vietnam ont eu lieu tous ces débats pour savoir comment nommer justement l'état de guerre dans lequel le Vietnam s'est trouvé pendant des décennies, pour savoir en fait est-ce qu'il s'agit simplement d'une guerre civile ou est-ce qu'il s'agit aussi d'une guerre révolutionnaire. Enfin, vous avez trois articles qui sont consacrés à la Chine. Olivier Boutonnet nous parle justement de la résurgence du brutalisme légiste en Chine. Le légisme est cette ancienne doctrine qui a permis au premier empereur, à Qin Shi Huang, d'unifier l'espace chinois en 221 avant l'ère chrétienne, mais sur la base justement d'un gouvernement qu'on pourrait qualifier en fait de totalitaire dans le sens antique du terme.
Et vous avez donc, comme le montre Olivier Boutonnet, une résurgence donc de cette forme de totalitarisme actuellement. Victor Louzon, donc un voisin qui enseigne à Sorbonne Université, nous parle de la soi-disant civilisation des mœurs, où nous retrouvons donc la fameuse expression chinoise Wenming, cette fixation sur le thème de la civilisation, comme programme politique dans la Chine post-maoïste, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'oublier et d'effacer les souvenirs des violences de la révolution culturelle. Enfin, Marie Holtzman nous porte un témoignage assez personnel sur le traitement réservé aux populations du Xinjiang, en particulier donc les Ouïghours, dont on parle pas mal depuis quelque temps maintenant, comment justement s'exerce la violence d'État de l'État chinois sur les minorités du Xinjiang. Et enfin, donc, le volume se termine sur en fait, la contribution non pas d'un historien mais d'un philosophe, lui aussi un voisin, qui enseigne à Sorbonne Université, Claude Romano, qui réfléchit justement sur les fondements idéologiques qui ont animé et justifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, vous avez ici donc une espèce de tour, au fond, de ce que nous appelons les Orients, sous le biais de la violence politique. Donc, vous avez autant de sujets d'actualité qui ne sont pas traités de façon journalistique, mais sur le mode de l'analyse historique, par des spécialistes qui rentrent vraiment dans le détail des archives. Alors, tout cela, alors bon, bien sûr, c'est pour vous présenter ce livre qui est un produit véritablement au Collège de France, mais tout cela pour vous dire que, au fond, cette réflexion sur la violence politique, la violence d'État, c'est quelque chose qui est à l'arrière-fond de notre cours de cette année. Alors, la semaine dernière, vous vous en souvenez sans doute, nous abordions le fameux verdict de Montesquieu sur la Chine à travers ce que j'ai pu appeler un regard inversé, c'est-à-dire à savoir le regard d'un intellectuel chinois contemporain, donc le professeur Bai Tongdong de l'université Fudan de Shanghai, qui, lui, prend ce verdict de Montesquieu comme point de départ de sa propre démarche de revendication de la spécificité chinoise. Donc là, Bai Tongdong est véritablement dans le sillon, justement, actuel, du discours officiel actuel, de cette revendication des fameuses caractéristiques chinoises du socialisme. Alors pour lui, la situation de la Chine à l'heure actuelle, alors c'est un petit peu pour faire court, mais enfin, la situation de la Chine à l'heure actuelle, c'est la faute à Montesquieu. Parce que son verdict sur la Chine est d'abord un verdict exogène, c'est-à-dire d'origine étrangère, c'est-à-dire d'origine européenne, qui, selon Bai Tongdong, ne correspond pas à la réalité historique chinoise, mais qui a eu le pouvoir, relayé et promu par le Japon, d'infléchir la trajectoire de la Chine moderne. Donc là est vraiment tout le problème. Alors, pour expliquer cette réaction allergique, qui peut nous paraître excessive, voire complètement déplacée, il faut rappeler que Montesquieu, j'allais dire débarque, disons intervient à un moment crucial et douloureux de l'histoire chinoise, c'est-à-dire en plein siècle des humiliations. Vous vous souvenez que
C'est ainsi que le discours officiel actuel appelle le siècle qui s'est écoulé donc entre le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium, c'est-à-dire les premières agressions véritablement occidentales sur le territoire chinois, et qui se termine en apothéose en 1949 avec donc la proclamation de la République populaire de Chine, présidée par Mao Zedong et dirigée par un parti unique, le Parti communiste chinois. Et donc, à l'heure actuelle, cette situation-là n'a pas changé, bien au contraire. Alors, il est évident que parler d'un siècle des humiliations, c'est quelque chose de très réducteur et qui ignore évidemment toutes les vicissitudes qu'a connues ce siècle, mais toujours est-il qu'il se trouve que notre brave Montesquieu arrive au milieu justement de cette histoire extrêmement tourmentée. Alors, je disais, ce siècle des humiliations commence au milieu du XIXe siècle avec les guerres de l'opium qui sont suivies de peu, si vous suivez un petit peu le tableau chronologique que je vous ai mis à l'image, suivi de peu par le processus de modernisation à marche forcée du Japon, qui commence donc à l'ère Meiji en 1868. Et vous voyez que ce processus de modernisation enclenché par le Japon produit assez rapidement ses effets, puisque dès 1895, la flotte japonaise bat à plate couture la flotte chinoise en 1895, alors que le Japon avait toujours été considéré par la Chine comme un espèce de vassal. Donc là, déjà, premier effet produit par la modernisation. Et enfin, peu de temps après, en 1905, le Japon se paye le luxe de battre la Russie. C'est-à-dire, donc, pour la première fois, un pays asiatique remporte la victoire sur une puissance occidentale, une puissance européenne. Alors, bien sûr, la Russie, autre sujet d'actualité, donc c'est toujours... on se demande toujours si c'est une puissance plus asiatique ou une puissance plutôt européenne, mais en tout cas, en fait, la Russie de 1905, c'est une Russie blanche, si j'ose dire. Bien. Alors, on date en général de 1895, dans le contexte chinois, l'année qui marque le traumatisme majeur qu'a été la défaite de la Chine contre le Japon, et qui est donc le premier signe de cette montée en puissance militariste du Japon, qui finit par aboutir quelques décennies plus tard à l'annexion de la Mandchourie par le Japon, et ensuite l'occupation par le Japon de la Chine et ensuite de très grandes portions de l'Asie tout entière. Alors c'est pour ça qu'effectivement, en fait, ces rapports entre la Chine et le Japon au tournant du 19e et du 20e siècle sont extrêmement compliqués. Alors ce moment, c'est le moment que notre collègue actuellement honoraire, Pierre-Étienne Ville, donc, qui a occupé ici pendant pas mal de temps la chaire de l'histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville nous dit que c'est le moment, 1895, où il n'a plus été possible de croire, comme l'avaient fait les premiers modernisateurs après la guerre de l'opium, que l'on pourrait apprendre et utiliser à son profit les techniques de l'Occident sans pour autant toucher à la substance de la culture chinoise. Ici, Pierre-Étienne Ville fait allusion à cette fameuse formule
du grand réformateur Zhang Zhetong, que vous avez en gras sur la diapositive, Zhongti Xiyong, c'est-à-dire donc Zhongxue Weiqi, Xixue Weiyong, c'est-à-dire prendre Zhong, la Chine, la centralité chinoise, comme Ti, c'est-à-dire comme corps, littéralement, comme fondement, comme constitution, et Xi, c'est-à-dire l'Occident, l'Ouest, comme Yong, c'est-à-dire comme fonction ou comme simple mise en application. C'est-à-dire que l'idée derrière cette formule, c'est que ça, c'est la première réaction, au fond, des élites chinoises face justement au début des agressions occidentales justement sur l'espace chinois que représentaient les guerres de l'opium, c'est-à-dire, première réaction, c'est de dire, bon, écoutez, en fait, certes, nous devons apprendre de l'Occident justement leur science et leur technologie, parce que manifestement, là, ils ont un métro d'avance sur nous, mais ça ne nous empêche pas de rester au fond chinois, c'est-à-dire de garder notre fond culturel, structurel, traditionnel chinois. Donc une combinaison donc, de ce fond chinois avec l'apport des technologies occidentales. Alors c'est à ce moment-là que s'impose l'idée que la Chine a véritablement besoin d'une réforme en profondeur de ses institutions politiques, c'est-à-dire que vous voyez un petit peu qu'au fond, depuis les guerres de l'opium, toute la seconde moitié du XIXe siècle en Chine se passe à encaisser le choc, c'est-à-dire donc pour la première fois la Chine qui était véritablement un centre zhong civilisateur se trouve tout d'un coup non seulement marginalisée mais agressée dans son cœur par justement des puissances étrangères. Alors donc on réagit en disant on va essayer justement de rester chinois, mais petit à petit on se rend compte que ça ne suffit pas. Que ça ne suffit pas d'intégrer des technologies occidentales, il faut aussi réformer les institutions politiques et on va finir par aussi, et ça c'est notre propos aujourd'hui, se rendre compte qu'il faut changer complètement notre façon de concevoir le monde. Alors, ce qui s'impose après la défaite de 1895, qui se solde par ce traité de Shimonoseki, donc, qui, soit dit entre parenthèses, donne au Japon la domination sur Taïwan, parce que ce qu'on ne rappelle pas, peut-être pas assez sur justement les propos actuels sur Taïwan. Vous savez tous que tous les regards sont fixés sur Taïwan qui va donc voter en janvier. Donc Taïwan, une île démocratique qui fait de la résistance face à la Chine. Donc il faut quand même savoir que Taïwan a été colonie japonaise pendant 50 ans, c'est-à-dire donc entre 1895 et la capitulation du Japon en 1945. Donc ça, c'est un élément à intégrer dans l'histoire de Taïwan. Alors, donc 1895, les élites chinoises se disent il faut que nous réformions nos institutions politiques sur le modèle de la réforme japonaise de Meiji, de 1868, qui, comme on l'a vu, donc visait la montée en puissance du Japon en passant par une occidentalisation à tout crin. Et c'est ainsi que vous avez deux intellectuels, enfin à l'époque c'était encore des lettrés de style classique, à savoir Krang Yo-wei, 1858 à 1927, et son principal disciple Liang Qichao,
1873-1929, vous les voyez ici sur la photo, donc d'abord en habit de l'époque, c'est vraiment la tenue des lettrés de l'époque, avec la posture donc, du maître assis et le disciple debout à côté de lui. Alors, vous avez ici deux originaires de la région de Canton, près de Hong Kong, donc au plein sud de la Chine. Et donc, vous voyez que le mouvement de réforme ne part pas de Pékin, comme d'habitude, mais vient vraiment justement de l'autre extrémité de l'Empire, c'est-à-dire donc du plein sud. Ce sont des Cantonais donc, qui lancent ce mouvement de réforme, qui entreprennent pour la toute première fois de l'histoire impériale d'ébaucher une réforme politique en jetant les bases d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle japonais. Donc, en 1895, donc au lendemain du traité de Shimonoseki, Kang Youwei et Liang Qichao lancent à Pékin un mouvement de pétition qu'ils font circuler parmi les candidats à l'examen impérial, parce que nous sommes encore à l'ère où est pratiqué donc ce système de recrutement de la bureaucratie impériale par les examens mandarinaux, et donc pour les examens les plus élevés, donc ceux de la capitale, vous avez donc un rassemblement de candidats, et donc ils font circuler une pétition qu'on appelle en chinois donc le Gongche Shangshu, et qui a été excellemment traduit par notre collègue Roger Darobert, un très grand traducteur devant l'Éternel, qui a traduit ce texte sous le titre de Manifeste à l'empereur adressé par les candidats au doctorat. Donc il s'agit d'un texte, d'un manifeste qui est adressé directement à l'empereur en place à l'époque, l'empereur Guangxu, qui élabore une série de propositions concrètes visant à la modernisation et au développement économique de la Chine. Et il est signé par quelques 1200 lettrés, c'est-à-dire des candidats justement au doctorat. Alors, en 1895, cet appel n'est pas entendu parce que nous avons en fait un pouvoir impérial qui est absolument sourd et insensible à l'évolution du monde, mais qui annonce le fameux mouvement de réforme de 1898, dont Kang Youwei est vraiment le leader et la principale tête pensante. Alors, le problème de ce mouvement de réforme de 1898, c'est qu'il est mené par un lettré comme Kang Youwei, qui est encore un lettré de type traditionnel, alors non seulement dans son costume, comme on l'a vu sur la photo, mais aussi dans sa tête, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est nourri de classiques confucéens et qui, en fait, n'a qu'une idée, c'est de chercher dans les classiques confucéens des ressources pour penser une réforme politique. Alors, de fait, cette tentative se solde par un fiasco total qui, justement, est corroboré par un coup d'État organisé par l'impératrice douairière, Cixi, donc la méchante impératrice qui a fait capoter justement toutes les tentatives de réforme. Et on pourrait donc dire que alors que le Japon a su dès 1868 négocier le virage de Meiji, la Chine a raté la marche de 1898, 30 ans plus tard, en continuant de se référer à une tradition canonique qui ne permettait pas de mettre en place un véritable État-nation. Et donc on a un échec du côté de la tradition et qui laisse une béance dans la construction du politique
que chercheront vainement à combler les révolutions successives du XXe siècle. Maintenant, on ne s'étonne plus que tout le XXe siècle chinois, en fait, est composé de guerres et de révolutions. Parce que, justement, il y a eu ce moment fondateur qui a été, en fait, un ratage intégral. Et de fait, le mouvement politique d'opposition se radicalise à la suite de ce fiasco de cette réforme de 1898, et ce fiasco qui est sans doute l'une des principales causes de la première révolution du XXe siècle, la révolution anti-manchoue de 1911, qui a donné naissance ensuite à la toute première république de l'histoire chinoise, donc présidée par Sun Yat-sen. Alors, il n'est que justement de mesurer le contraste entre l'universalisme canonique de Krang Yo-wei qui est surtout connu pour son livre qui a été en fait édité de façon posthume, le Ta Trong Shu, c'est-à-dire le livre de la grande unité, Ta Trong étant une référence à l'antique traité des rites. Donc là, on voit combien Krang Yo-wei, tout en ayant justement absorbé à grande louchée donc les idées occidentales, en fait, continue donc à s'exprimer donc en termes classiques chinois. Donc vous avez d'un côté le Krang Yo-wei et le Ta Trong Shu, et à peine quelques décennies plus tard, ce personnage très important pour l'histoire de la Chine du XXe siècle, Chen Duxiu, qui a vécu de 1879 à 1942, qui a fondé le Parti communiste chinois en 1921 et qui, dès 1916, dans cette revue qui s'appelle Xin Qinian, et qui porte donc en sous-titre en fait le titre en français La jeunesse, Xin Qinian. Donc un numéro de 1916 où Chen Duxiu écrit donc un fameux texte qui s'intitule Kongzi Zhi Dao, Xian Dai Shenghuo, donc la voie de Confucius et la vie moderne, un texte qui stigmatise l'éthique confucéenne comme obstacle aux notions d'indépendance et d'autonomie individuelle, indispensables selon lui à l'édification d'un État constitutionnel moderne. Et alors donc entre ces deux générations, donc entre la génération de Krang Yo-wei et celle de Chen Duxiu, qui incarnent deux positions extrêmes, vous avez donc notre Liang Qichao, qui fait partie de ceux qui ne sont pas partisans de l'option révolutionnaire, mais qui ne voient pas non plus le confucianisme nécessairement comme un obstacle à l'adoption des valeurs modernes, c'est-à-dire occidentales, telles que la démocratie ou les droits humains. Donc, on voit bien justement comment Liang Qichao, lui, est véritablement partagé ou même déchiré, on pourrait dire, entre ses références à Confucius, même dans un article de journal qui date de 1904, il ne peut pas s'empêcher de citer Confucius et le traité des rites, en parallèle avec Darwin et Spencer. Et en 1911, dans le même journal, un autre éditorialiste fait la promotion du constitutionnalisme démocratique en comparant les conceptions de Montesquieu avec celles de Mencius. Mencius, donc philosophe de l'Antiquité chinoise, héritier de Confucius. Et aussi tard que 1911, cet éditorialiste exhorte l'empereur à la fois à regarder en arrière
vers l'âge d'or des sages rois modèle confucéen Yao et Shun, et à l'extérieur vers le modèle contemporain des États-Unis d'Amérique. Alors vous voyez un petit peu le grand écart que ça représente. Bon, alors, d'un côté, des sages mythiques de l'Antiquité, modèle confucéen, et de l'autre côté, donc, les États-Unis. Alors, c'est précisément au fait que la référence à Montesquieu est étrangère à la tradition chinoise justement, qui fait que Pai Tongdong justement s'en prend à Montesquieu. Et alors, pour Pai Tongdong, le fait aggravant, c'est que cette référence est importée en Chine par l'intermédiaire du Japon, qui devait précisément profiter de sa montée en puissance pour, comme on l'a dit, coloniser la Chine dans la première moitié du XXe siècle. Alors, nous avons vu la dernière fois comment cette médiation japonaise s'est déroulée en faisant référence aux travaux de nos collègues Eddie Dufourmont et Céline Wang, à travers ce colloque lui aussi transformé donc en un volume collectif sur Montesquieu et l'Asie, la réception de l'esprit des lois. Et je voudrais vous signaler aujourd'hui une autre référence importante qui, elle, vient de collègues japonais. Donc une référence à une série d'articles qui ont été traduits en anglais par Joshua Fogel. Alors Joshua Fogel est un véritable, comment dire, médiateur entre le Japon et la Chine. C'est un spécialiste justement de l'interface entre le Japon et la Chine, et qui nous présente 7 articles, 7 études sur the emergence of the modern Sino-Japanese lexicon, c'est-à-dire l'émergence du lexique sino-japonais moderne. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Brill de Leyde en Hollande en 2015. Et dans ce volume figure un article de cet universitaire japonais dont vous avez le nom, Suzuki Shuji, dont l'article est traduit en anglais Terminology surrounding the tripartite separation of powers, c'est-à-dire donc la terminologie autour de la séparation en trois pouvoirs, dont vous avez le titre en japonais, donc où vous reconnaissez donc cette expression du Sanken Bunritsu, donc les trois pouvoirs, enfin la Funli, la Bunritsu, donc la séparation donc des trois pouvoirs, avec l'utilisation donc de ce mot ken ici. Enfin, le deuxième mot, donc, dont on va voir qu'il est relativement problématique. Bien. Alors, dans cet article qui fait partie... Alors, j'insiste un tout petit peu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on nous parle toujours du Japon alors qu'on est là pour parler de Montesquieu? Mais c'est que, en fait, cette médiation est vraiment très, très importante. Là, j'aimerais vous donner justement le sens de ce que peut être cette médiation japonaise, qui utilise donc ce que Suzuki Shuji, dans le volume d'où est tiré l'article précédent, qui s'intitule donc le Nihon Kango to Chugoku Kanji Bunkanken no Kindaika, donc la langue Han, donc la langue chinoise au Japon, et la Chine. Sous-titre: la modernisation de l'ère culturelle des kanji, c'est-à-dire des caractères chinois. Alors, ce livre vous montre justement la complexité de l'utilisation par les Japonais
de la langue chinoise, hein, et des termes chinois, des kanji. Hein. Tous ceux d'entre vous qui ont une vague notion de ce que c'est que le japonais, hein, bon, je pense que tout le monde sait que le Japon a emprunté le système d'écriture chinois, hein, mais en fait en le combinant avec justement des systèmes de transcription phonétique, hein, qui sont les kana, hein, et qui transcrivent donc la langue japonaise, tout en conservant pour la langue écrite donc certains caractères chinois. Alors, dans cet article, Suzuki Shuji donc rappelle que c'est donc ce grand réformateur japonais, donc Fukuzawa Yukichi, qui dans ce texte de 1866, le Seiyojijo, mentionne 3 types de gouvernement. Hein. Mais c'est uniquement 2 ans plus tard, dans le Seitaisho, donc en 1868, cette espèce de pré-constitution japonaise du début de l'ère Meiji, que nous avons donc la mention de la séparation des trois pouvoirs. Et de la même façon, vous avez un autre grand réformateur japonais, un autre médiateur japonais qu'il faut absolument mentionner ici, Nishi Amane, que vous avez à l'image, qui a vécu de 1829 à 1897, qui, dans une série de conférences sur la science politique données à Tokyo en 1870-71, mentionne justement cette notion de séparation des pouvoirs, donc le Kuetsu no Ken, et il distingue donc un pouvoir législatif, le Rippo no Ken, un pouvoir exécutif, le Gyoho no Ken, et un pouvoir judiciaire, Dantei no Ken. Alors, vous remarquez que, si vous avez noté justement la proposition de Fukuzawa Yukichi, nous avons en fait, la proposition du Seitaisho, pardon, nous avons juste une différence sur le 3e terme, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire qui est traduit par Shiho dans la Constitution et par Dantei, qui est là aussi une expression chinoise, qui veut dire déterminer, hein, le jugement. Alors, les intellectuels et les hommes politiques japonais ont donc, dans leur effort de traduction des concepts occidentaux, mis au point une terminologie qui utilise des kanji, donc des mots chinois, mais en les combinant de façon nouvelle, de manière à créer des néologismes qui permettent un véritable transfert de savoir, hein, et en particulier qui livrent en quelque sorte clé en main, hein, ce transfert de savoir, cette terminologie, aux intellectuels chinois, hein, donc, qui, eux, lisent évidemment les kanji et qui donc ne sont pas passés, hein, enfin certains ne sont pas passés justement par cette case traduction. Hein. Et donc au premier rang desquels vous trouvez notre Liang Qichao. Ici, contrairement à la photo précédente, donc en costume occidental, hein, une photo justement où on le voit dans une seconde période de sa vie où il a décidé de laisser tomber les études classiques, hein, et de se tourner complètement vers la modernité occidentale. Et nous avions vu la dernière fois que Liang Qichao reprend d'une traduction japonaise, hein, celle de Ga Noriyuki, hein, cette traduction qui s'intitule donc le Banpo Seiri, il lui reprend la traduction de l'anglais despotism, hein, c'est-à-dire donc le despotisme de Montesquieu
qui est passé par la traduction anglaise de Thomas Nugent. Donc c'est cette traduction anglaise qui a été à la base de la traduction de ce japonais, qui est en fait d'origine chinoise, mais enfin peu importe, et qui adopte cette traduction par sensei, en prononciation chinoise, Zhuanzhi. Alors ici, il s'agit d'un terme qui est lui aussi emprunté au chinois ancien. Alors quand vous regardez les occurrences de cette expression Zhuanzhi dans les textes anciens, il est employé principalement de manière verbale. Et il s'applique essentiellement à des ministres qui usurpent ou s'arrogent le pouvoir. C'est-à-dire donc tel ministre s'arroge le pouvoir du prince, donc zhuanzhi, verbe. Et ici, c'est intéressant de voir que les Japonais reprennent cette expression, mais en faisant un substantif pour traduire la notion de despotisme que, du coup, ils détachent de la notion de monarchie. Parce que vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait une sorte d'ambiguïté entre justement la notion de monarchie, qui est traduite ici par Li Jun, c'est-à-dire le fait d'établir le prince, et maintenant une traduction spécifique pour la notion de despotisme par l'expression zhuanzhi, qui veut dire donc le fait de monopoliser le pouvoir. Donc, nous savons que Liang Qichao, après le fiasco et la répression du mouvement de réforme de 1898, a dû se réfugier au Japon, où il a vécu quand même 14 ans, c'est-à-dire donc en exil de 1898 jusqu'à 1912, c'est-à-dire jusqu'à l'instauration de la République. Tant que justement ce régime impérial mandchou était en place, il n'est pas retourné en Chine, et c'est donc au Japon qu'il a eu accès justement à toutes ces sources occidentales traduites par les Japonais. Et naturellement, au Japon, Liang Qichao a continué à être très actif politiquement, puisqu'il a publié ses idées en créant plusieurs périodiques dont vous avez les titres en haut de la diapositive. Donc d'abord le Qingyi Bao, le journal littéralement des discussions pures. Alors, qu'est-ce que c'est que ces discussions pures? En fait, c'est là une allusion justement au classicisme chinois, c'est-à-dire donc des discussions entre lettrés, donc désintéressés, c'est-à-dire en fait ça a dénommé un mouvement justement d'élite lettrée qui était opposée justement à des eunuques corrompus, etc. Donc ça fait très clairement référence donc à l'histoire chinoise. Alors malheureusement donc les locaux de ce journal ont brûlé en 1901, et ce qui fait que Liang Qichao a créé un nouveau journal qui lui est entièrement tourné vers la modernité, puisqu'il s'intitule le Xinmin Congbao, c'est-à-dire donc le journal le magazine du peuple nouveau ou de la rénovation du peuple. Avec cette expression donc Xinmin qui est devenu chez Liang Qichao un véritable cœur de mission. C'est vraiment la mission qui s'est donnée, donc de rénover le peuple chinois. Alors, si vous voulez donc vous intéresser plus avant à la figure de Liang Qichao en français, je vous réfère aux travaux de ce jeune collègue qui s'appelle Félix Ma, en chinois donc Ma Jun. Alors, disons, j'ai un faible pour lui parce que, premièrement parce qu'il a adopté
en français le prénom de mon premier petit-fils. Bon, enfin, ça, je referme la parenthèse. Donc, vous voyez sur la diapositive une sélection donc, de ces travaux sur Liang Qichao, à commencer par sa thèse de doctorat qu'il a soutenue en 2013 à l'EHESS, qui a été dirigée par le très grand Yves Chevrier. Yves Chevrier, grand monsieur de la pensée politique du tournant du 19e et du 20e siècle. Donc, déjà, être dirigé par Yves Chevrier, c'est déjà une référence, mais alors, bon, terminer sa thèse avec Yves Chevrier, c'est encore mieux. Donc, la thèse est intitulée « Liang Qichao et la trajectoire politique moderne de la Chine, les aléas de l'institutionnalisation républicaine 1912 à 1917 ». Alors, l'article qui suit, Liang Qichao et les institutions républicaines, publié dans la revue Études chinoises en 2012, avant même la soutenance de thèse, est probablement un morceau justement de sa thèse. Alors, Études chinoises, justement, j'en profite pour vous signaler que c'est, on pourrait dire, l'organe de la profession, c'est-à-dire l'organe de la sinologie française, donc avec des articles de fond toujours de très bonne qualité. Et ensuite, tout en bas de la diapositive, vous avez un autre journal, un autre article qui s'intitule Liang Qichao et la notion de liberté, sources chinoises, japonaises et européennes. Donc là, vous voyez que Félix Ma insiste lui aussi beaucoup justement sur les origines multiples de ces concepts nouveaux en théorie politique en Chine. Et enfin, j'en viens donc à ce qu'il a écrit sur le Xinmin Congbao, c'est-à-dire donc ce journal du nouveau citoyen ou de la rénovation du peuple, qui a duré de 1902 à 1907, un article qui est paru aux presses de l'INALCO en 2020, et où Félix Ma nous rappelle que certains articles publiés dans ce journal émettent une vision, je cite Félix Ma, une vision évolutionniste de l'histoire nationale pour à la fois louer la grandeur de la civilisation chinoise et imaginer une nouvelle nation capable de rivaliser avec le monde occidental dans les compétitions internationales. Et vous avez justement dans ce journal la parution d'articles de Liang Qichao qui parlent justement du Zhongguo Zhuanzhi Zhengzhi Jinhua Shilun, c'est-à-dire de l'histoire de l'évolution du despotisme en Chine, où Liang Qichao, de façon très intéressante, semble penser que le despotisme n'est pas une notion négative, et que, au contraire, c'est au fond on pourrait dire une forme de despotisme éclairé qui caractériserait le mieux le régime traditionnel chinois, et que, au fond, c'est celui qui convient le mieux à la Chine. Et que dans ces articles, Liang Qichao justement argumente le fait que ce despotisme éclairé, au fond, montre bien que la Chine n'est pas encore mûre pour la démocratie. C'est-à-dire que pour Liang Qichao, ce que Montesquieu appelle le despotisme n'est pas en fait quelque chose de tout à fait négatif, c'est au contraire quelque chose qui caractérise en fait le régime politique traditionnel chinois jusqu'au moment où la Chine deviendra mûre pour la démocratie. Et depuis cette époque, on peut dire que, en fait, en tout cas, les observateurs occidentaux ont longtemps cru justement à cette évolution démocratique de la Chine,
comme faisant partie intégrante justement de son destin historique. Mais comme nous avons pu le constater tous, ça n'est pas exactement ce qui s'est passé. Bien, alors nous arrêtons là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous continuons donc cette exploration justement de ces allées et venues entre notre Montesquieu national et ces intellectuels chinois, donc pris entre deux feux au moment de l'entrée dans la modernité occidentale. Merci et à la semaine prochaine. Merci.